Alors, nous allons passer aux questions des auditeurs, comme vous pourrez dire une émission merdique de la télé publique, privée d'ailleurs. Donc, let's go. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Donc voici mes trois questions pour l'émission de ce soir. La première, elle porte sur ton programme sur les retraites. L'autre jour, en fait, j'ai eu une discussion avec ma mère qui est plutôt de sensibilité de gauche sur la question de la réforme des retraites. Et elle m'a fait une remarque que j'ai trouvée assez intéressante. En fait, pour elle, elle se demande pourquoi est-ce qu'on met les œufs dans le même panier. En gros, pour elle, elle trouve bizarre qu'un ouvrier dans le bâtiment, par exemple, parte au même âge qu'un secrétaire ou qu'un fonctionnaire. Et j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec ça, puisque le contexte et la pénibilité des métiers est absolument incomparable. Et, et aussi, quand il y a quelques semaines, elle est allée au Japon, en fait, ça lui a fendu le cœur de voir que dans les grandes surfaces, qu'il y avait des personnes âgées, parfois jusqu'à 75 ans, qui mettaient en rayon par exemple, des boîtes de conserve, ou qui se servaient dans les fast-food. Du coup, voilà, j'aimerais entendre ton avis là-dessus. Alors, c'est une question évidemment importante. L'objectif, c'est que les gens travaillent plus longtemps, mais dans les meilleures conditions possibles. Et il faut évidemment que les gens changent de métier quand c'est possible. Le problème aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, c'est que le chômage de masse rend impossible quasiment le fait de pouvoir changer de métier. Et plus on passe à un âge avancé, moins on a des possibilités de reconversion. Donc il faut complètement repenser la fin de carrière. Et il faut permettre à les gens, par exemple, de 50 ans, 60 ans et autres, de faire un autre métier, mais pas un métier qui soit dégradant ou qui soit ridicule par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur vie. Donc, effectivement, la difficulté qu'on a, c'est qu'au Japon, c'est une société vieillissante, mais c'est une société libérale qui n'a pas beaucoup de considération pour les gens qui ont passé une certaine époque, on va dire. Donc, le Japon, malgré tout, on vit quand même bien au Japon, même quand on travaille dans ce genre de métier-là. Mais c'est vrai que ça choque l'opinion occidentale parce qu'on a pris l'habitude, un petit peu bourgeoise, d'une certaine manière, de se dire que l'idéal de vie, c'est finalement d'être vieux. Et moi, un collègue me posait la question l'autre fois, il me dit, mais Thomas, la retraite à 64 ans, tu te rends compte, on n'aura pas de retraite facile, etc. Je lui dis, mais ton but c'est quoi? C'est d'avoir 64 ans maintenant? Tu as envie d'être vieux tout de suite pour être plus proche de la mort? Ou tu as envie de profiter de l'âge que tu as? Cette obsession de se dire, je ne foutrai plus rien pendant ma retraite, c'est complètement malsain. Donc il faut simplement repenser la fin de carrière, penser à la fin de carrière en se disant que les gens, enfin, en fonction de leur âge, doivent faire d'autres métiers qui sont en adéquation avec leurs possibilités, diminuer le nombre d'heures, etc. Il faut penser la fin de retraite plutôt que penser l'âge de départ. La fin de retraite, ça se pense. Mon père, par exemple, est universitaire, donc c'est un métier qui, évidemment, est moins physique. Il a pris sa retraite à 68 ans, il aurait souhaité pouvoir continuer, il ne pouvait pas, car il avait atteint l'âge maximum qui était autorisé pour faire ce métier. Et après, il est devenu mérite, il aurait pu continuer au moins jusqu'à 71 ans. Voilà. Et il aurait voulu le faire d'ailleurs. S'il avait pu, il l'aurait fait. Donc simplement, il faut arrêter de sanctuariser l'âge maximum. Il faut se dire simplement, moi je connais des gens, et je le dis honnêtement, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir une retraite médiocre et qui pourraient continuer de travailler pendant 3 jours sur 5, par exemple, avec un salaire correct, plutôt que de ne pas travailler du tout avec une retraite de merde. Donc voilà, l'objectif c'est quoi? C'est pas de partir en retraite, l'objectif c'est dans quelles conditions on part, quelle est sa fin de carrière, et avec combien on part chaque mois quand on est en retraite. Et ça, la question, on ne la pose pas. Et en y réfléchissant bien, c'est pas vraiment l'avenir que je souhaite pour la droite et pour les Européens, qui doivent avant tout chercher à optimiser, plutôt que de sacraliser le travail comme on le faisait au XXe siècle, par exemple. Alors C'était la fin de ouais, la ok, réponse. parce qu'il a fait en deux vocales. Non, mais c'est une bonne conclusion. C'est effectivement, le but, c'est quand même qu'on progresse au niveau de l'Europe, qu'on ne soit pas dans un mode réactif. Travailler plus, oui, mais pourquoi? Dans le monde d'aujourd'hui, quand on voit une Europe qui va dans l'abîme, qui va dans le mur, quel intérêt de travailler plus? Je veux dire, aujourd'hui, on demanderait, et moi le premier, à n'importe qui d'entre vous, là, en face de moi, d'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à mourir au combat pour la France d'aujourd'hui? Non, Non, la non. France telle qu'elle est actuellement, surtout pas. Voilà. Donc on ne se bat que pour ce qui mérite qu'on se batte. Ouais. La France actuelle ne mérite pas qu'on se batte. Si la France actuelle ne mérite pas qu'on se batte, c'est pas notre faute, c'est la faute de la France actuelle. Pour ma deuxième question, ça concerne les potentiels ralliements au LPE pour 2024. Je ne sais pas si c'est toujours ton projet de présenter une liste aux prochaines européennes, mais dans l'hypothèse où c'est le cas, ma question elle est simple. Quel soutien au ralliement tu penses pouvoir réunir? Parce que pour gagner, je pense qu'il faudra des alliés, et des alliés de poids. Tu auras besoin par exemple du soutien du Soleil se lève,
du soutien de Daniel Conversano, du soutien de l'Institut Iliade, ou même des reconquêtes qui ne sont pas séduits par un discours souverainiste et plutôt réceptibles au discours identitaire. Je pense principalement à Damien Rieu. Voilà pour ma deuxième question. Bon, on va être très honnête, la solution existe, c'est que Thomas Faillet soit tête de liste de la liste Reconquête Alliance LPE aux élections européennes de 2024. Il faut qu'il y ait un candidat qui défende l'Europe à l'échelle européenne. Voilà. Si c'est pour faire du conservatisme catholique et libéral, autant pas faire de liste, c'est pas la peine. Donc si Reconquête veut faire une liste, le meilleur candidat, c'est moi. Mais on sait très bien que ça ne sera pas moi. Donc pour le reste, écoutez, on va dire les choses clairement, c'est-à-dire que les alliés ils viendront s'ils croient en nous, donc c'est à nous d'être crédibles. Aujourd'hui, ils ne viendront pas. Damien Rieu n'a pas de salaire à lui proposer à la place de Reconquête, donc pourquoi voudrait-il nous soutenir? Si on lui donne un poste avec un salaire correct, il dira oui. Et les autres aussi, c'est la vie normale. C'est ou bien vous gagnez votre vie indépendamment de la politique, vous êtes libre, à peu près, et vous faites ce que vous voulez, ou bien vous êtes dépendant, si vous êtes dépendant, vous faites comme celui qui vous paye vous demande de faire, quoi. Et justement, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Si vous voulez que le LPE puisse avoir sa propre liste, etc., n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, laissez un pouce bleu, abonnez-vous sur tous nos canaux, sur tous nos médias, sur Internet. Prenez une carte, même si elle restera quelques années, montrez que vous voulez être candidat, que vous voulez être soutien, évidemment, et puis effectivement, soutenez-nous financièrement. Mais très concrètement, aujourd'hui, il faut que nous émergions médiatiquement, c'est la condition sine qua non. Il y aura d'ailleurs des questions, je pense, sur la question de l'émergence médiatique. C'est la base. Si je ne suis pas connu, personne ne votera pour moi. Donc, c'est pas plus compliqué que faites-nous émerger sur Internet pour qu'on puisse émerger médiatiquement et être invité sur des plateaux. Il faut que les grands plateaux... Il faut émerger politiquement. Voilà. Voilà. Il faut qu'Hanouna et les autres m'invitent. Hanouna, au début, j'avais peur de me dire Hanouna, c'est un peu piégeux. Mais quand on fait de la politique, on va sur tous les terrains sur lesquels on est invité. S'il faut que j'aille chez Hanouna, j'irai chez Hanouna. Je me préparerai mentalement, je balancerai quelques scuds, je leur mettrai du sens. Moi, j'irai au trash. J'irai dire Hanouna, je lui rappellerai qui il est et qui sont ses ennemis. Je tiens à faire une petite piqûre de rappel. J'ai été militant dans un parti un peu marginal en France et il s'est présenté aux européennes. Et quand on se présente aux européennes, on a droit à un petit créneau à la télé. Oui. C'est obligatoire. Et ça a augmenté le nombre de visites du site internet par 10. Voilà. Après, il faut savoir quel discours on tient. On sait qu'Hanouna, il est là pour faire du business, il est là pour faire du pognon, il est là pour faire du buzz, il est là pour faire de l'audience. Donc c'est simple, soit Thomas Faillet est un bon client pour les médias, soit c'est pas un bon client. Si c'est un bon client, je serai invité. Si je ne suis pas un bon client, je ne serai pas invité. Mais pour qu'il sache que je suis un bon client, il faut déjà commencer à être invité. Et le premier est là, c'est le lancement qui compte. Après, à moi de ne pas déconner. Et ça, c'est mon boulot. Donc on a encore une question de Christ Blager. Je vous la fais écouter. Et pour ma troisième et dernière question, elle concerne l'émergence médiatique. Dans la mesure où il devient évident maintenant que la plupart des médias de droite sont souverainistes et conspirent à la pensée identitaire, quelle est la stratégie pour émerger médiatiquement au sein des médias mainstream en moins d'un an, sachant que tu es déjà, on va dire, snobé par les médias qui sont censés être, entre guillemets, dans notre camp? Alors, il y a des médias qui donnent la parole quand même, il faut le dire honnêtement. Il y en aura de plus en plus. Maintenant, ceux qui se la jouent ont du mal à m'inviter. Bon, on va être trash, on va être clair, on va clasher. Lorsqu'un média dit de droite identitaire invite un Rougeron qui explique que la mort de la petite Lola est due aux identitaires parce qu'ils sont pro-européens, bon, à un moment donné, on prend ses responsabilités. Certains l'ont fait, temporairement en tout cas. On a bien constaté que Rougeron avait disparu de TV Liberté un certain temps. Mais le problème dans cette affaire, très simplement, c'est que c'est moins dangereux d'inviter un souverainiste que d'inviter un identitaire. Pourquoi? Parce qu'un souverainiste dit ce que le système dit en faisant croire qu'il est anti-système. Moi, je tiens un discours de rupture. Après, je suis quelqu'un d'intelligent, je dis des choses de manière très travaillée, il n'y a pas de risque juridique par rapport à ma parole. Ça, c'est clair et net et précis. Donc, qui ne se cachent pas derrière leurs petits doigts pour se dire on ne peut pas inviter Ferrier, il est trop radical. C'est pas vrai, je suis infiniment moins radical, sur la forme en tout cas, qu'un Rougeron qui menace les gens, etc. Voilà. Donc concrètement, aujourd'hui, inviter Thomas Ferrier, c'est faire un pari sur l'avenir. Mais qu'est-ce que vous avez d'autre comme alternative? Pensez qu'Assino ou Philippot seront président de la République? Bon,
il faut être sérieux. Je n'aspire pas à être président de la République, je vous le dis, parce que je considère que cette fonction ne sert à rien. En fait, je vais vous dire, il y a des gens qui se rasent le matin en pensant être président de la République. Moi, je me rase le matin en pensant supprimer la fonction de président de la République. C'est pas pareil. Question de Neven. Salut Thomas. Bon, écoute, ma question pour ce soir, elle est relativement simple. C'est qu'est-ce qu'il va falloir faire pour arriver à faire comprendre aux souverainistes que ceux qui scandent que leurs parents ou grands-parents sont morts lors de la Première Guerre mondiale en criant « Vive la France », eh bien, c'est un non-sens. Parce que cette guerre n'est pas mondiale, c'est une guerre civile européenne qui a donné pour conséquence tout ce qu'on vit actuellement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il va falloir pour arriver à les faire convaincre de ça? Et ensuite, n'est-il pas le temps d'établir le fait qu'en fin de compte, les États-nations, pour moi, ont des frontières qui sont finalement artificielles, qui divisent les peuples entre eux, que ce soit le peuple basque, partagé entre l'Espagne et la France, le peuple flamand, avec la Belgique, voire le peuple catalan ou d'autres. Donc toutes ces frontières ne sont-elles pas finalement artificielles, d'une certaine manière? Parce que c'est ce que ces mêmes souverainistes reprochent à ce que la colonisation aurait fait en Afrique, de séparer les peuples entre eux. Bon, ne doit-on pas avant tout se concentrer et se préoccuper des peuples européens qui ont été séparés par ces mêmes frontières artificielles? Alors c'est une question très importante, c'est que le discours du Parti des Européens est perçu parfois comme jacobin. Il s'imagine qu'on veut fusionner les identités d'Europe, alors qu'on veut unir politiquement les Européens. Mais unir les Européens sur une même structure ne veut pas dire les harmoniser identitairement, c'est-à-dire de dire vous parlez tous la même langue, vous êtes tous stéréotypés. Pas du tout, au contraire, c'est la France jacobine qui a détruit les identités charnelles de la France historique, que ce soit les Basques et les Bretons, ou simplement même ce que j'appellerais les Franciens ou Franco-Occitans, c'est-à-dire l'essentiel de la population de ce pays. Donc, l'État dit français est le fossoyeur des identités de France. L'État européen ne sera pas le fossoyeur des identités d'Europe. Ça, c'est important. Quant à la Première Guerre mondiale, elle est issue d'un mécanisme presque d'alliance qui crée, on va dire, c'est un enchaînement de catastrophes, entre guillemets. C'est que les alliances de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, par exemple, d'un côté, et puis de la Russie avec la Serbie et la France de l'autre, avec les Anglais un petit peu à part, eh bien, il suffisait d'une étincelle. L'étincelle est venue d'un incident assez mineur, finalement, l'assassinat d'un archiduc à Sarajevo par un terroriste serbe de la main noire. Ensuite, l'Autriche-Hongrie réclame une enquête en Serbie, donc la Serbie, par souverainisme, refuse que des enquêteurs d'Autriche-Hongrie viennent dans leur pays identifier les criminels. Et ensuite, la Serbie est attaquée par l'Autriche-Hongrie. Le jeu des alliances joue, l'Allemagne soutient l'Autriche-Hongrie, la Russie soutient la Serbie, la France soutient la Russie. Et avec l'attaque de l'invasion de la Belgique par l'Allemagne, à ce moment-là, les Anglais rentrent dans le jeu de la guerre. Bon. Et ça a amené 8 millions de morts pour rien, comme ça a amené ensuite une séquelle, puisque la Seconde Guerre mondiale est quand même la séquelle naturelle de la Première Guerre mondiale. Les Allemands sont coupables, donc les Allemands veulent se venger, ils veulent leur revanche, ça s'appelle Hitler. Donc aujourd'hui, très clairement, les frontières européennes, qu'elles soient en Ukraine, en Russie et ailleurs, n'ont aucune valeur. Les vraies frontières, c'est les frontières anthropologiques, c'est les frontières ethniques, c'est ce que certains appelleront des frontières raciales. Le mot, évidemment, est polémique, donc je ne l'utilise naturellement pas, mais c'est l'idée que, finalement, les vraies frontières sont des frontières humaines. Ce ne sont pas des frontières géographiques au sens strict, qui par définition sont floues. Les frontières de l'Europe sont floues. L'Arménie, la Géorgie, c'est en Europe, c'est en Asie. Moi, je considère que c'est en Europe, parce que le peuplement arménien, le peuplement géorgien, me permet de considérer qu'ils sont européens, comme les Russes, et que ce n'est pas des peuples non européens. La frontière est floue. Ce n'est pas parce qu'elle est floue qu'elle n'existe pas. Et donc, évidemment, je suis d'accord avec ce que nous dit Hervé, à savoir qu'il ne faut pas fétichiser ces frontières comme le font les souverainistes, qui s'imaginent que quand on traverse la frontière franco-allemande, on change le monde. Ben non, on ne change pas le monde. En Alsace, on est plus proche de l'Allemagne qu'on est proche du Limousin. C'est évident. Donc, ce mensonge, on va dire, nationalitaire, c'est-à-dire cette forme totalitaire de lecture de la nation, il faut la détruire, il faut la briser. Et il faut rassurer les gens en disant que vous ne perdrez pas votre identité, au contraire, nous allons restaurer l'identité française dans l'Europe unie. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Donc oui, c'était une guerre civile européenne, même si ça choque certains nombre de bien-pensants.
Oui, ce sont des frères qui sont morts pour rien. Toutes les guerres entre Européens sont des guerres inutiles. Ce sont des guerres qui nous divisent et qui nous fragilisent et qui renforcent les ennemis de l'Europe. Les ennemis de l'Europe, c'est par exemple la Chine, les États-Unis, etc. Les États-Unis, c'est compliqué parce que le peuple euro-américain n'est pas notre ennemi. Mais le système américain est né contre l'Europe. Donc il faut aider les euro-américains à se libérer et seule l'Europe peut envoyer le message. Nous sommes le flambeau, nous sommes la flamme qui va incendier ce monde dégénéré et c'est du feu que chaque renaissance va naître. Le phénix meurt dans le feu pour renaître. La civilisation européenne doit s'enflammer pour renaître. Et donc elle doit changer tous les paradigmes là. Mais effectivement, nous sommes là pour réveiller les Européens. Ce qu'avait dit Dominique Vénère avant de mourir, il avait dit que les Européens se réveilleraient, sortiraient de la dormition. Ils ne savaient pas quand, mais qu'ils savaient que ça aurait lieu. Donc nous devons enflammer ce monde, nous devons libérer l'Européen de tous ces complexes qui viennent d'ailleurs, et nous devons lui dire à l'homme européen, tu es le conquérant de demain. C'est tout ce qu'il faut dire. Voilà, notre civilisation n'a pas d'état d'âme, notre civilisation n'a pas de honte à avoir. Nous n'avons pas à être à genoux. Nous devons être debout, face au ciel. Regardez le soleil en face, avec des lunettes de soleil pour se protéger quand même des effets pervers. Mais voilà. Alors, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que si nous ne faisons pas le boulot, personne ne le fera à notre place. On nous dit souvent, nul n'est irremplaçable. Et bien c'est faux. Chacun d'entre vous a un rôle à jouer dans le destin. Chaque Européen peut changer les choses. Et c'est ensemble qu'on peut évidemment transformer le monde. Là, je vais faire un peu du lyrisme, c'est vrai, mais un conservateur veut garder ce monde de merde tel qu'il est, en espérant qu'il ne sera pas plus merdique plus tard. Nous, on veut révolutionner le monde. On veut que l'Europe renaisse, on veut que l'Europe soit fière, on veut que l'homme européen ne se déguise pas avec des cheveux roses dans des défilés stupides, on veut qu'il soit tel qu'il doit être. Les gens doivent comprendre une chose, l'assomption identitaire, c'est assumer qui nous sommes. Et assumer qui nous sommes, ça se regarde dans la glace et ça se fait par un test ADN éventuellement. Ça ne s'assume pas. Je me sens homme, je me sens femme, je me sens chien, je me sens n'importe quoi. Non, on ne se sent pas. On est ou on n'est pas. C'est objectif, il n'y a pas de sentiment. Le sentiment, on laisse ça pour les cons. Un homme européen, il est rationnel. Donc il ne laisse pas la subjectivité envahir. L'objectivité, tu te regardes dans la glace, tu regardes ce que tu as dans ton pantalon, c'est quoi? Point, c'est ta définition. Et toute autre définition, c'est de la connerie. Dernière question de Bruno Juton. Alors Bruno voudrait savoir où en est le livre. Alors d'abord, il est un peu en panne d'écriture, parce que depuis quelques années, je suis un peu embêté, je vous le dis honnêtement, c'est que tout là-dedans fonctionne, mais ça ne veut pas dire que ça s'écrit. Donc le problème aujourd'hui, d'abord il faut que j'ai un éditeur qui me confirme, qui veut bien m'éditer, et pour l'instant j'attends toujours des nouvelles, donc je déteste ça. J'ai besoin d'être soutenu quand je travaille. Et là, pour le moment, si je n'ai pas la confirmation certaine que je serai édité, ça me bloque mentalement. Donc ça avance, la matière mentale elle est prête. Après il faut que je modère la façon dont j'écris, parce que parfois c'est un peu trop dur. Il faut penser à un public qui n'est pas forcément conscient de tous les concepts. Et voilà. Et je me demande jusqu'à quel point un dictionnaire des concepts, par exemple, comme l'avait fait Guillaume Fay avec Pourquoi nous combattons, n'aurait pas de sens. Donc je suis un peu en panne de l'écrivain, mais je n'oublie pas les choses que je dois faire. Simplement, voilà. De toute façon, il n'y a pas de recette pour l'émergence médiatique. Elle peut arriver sans qu'on s'y attende. Le buzz peut arriver de manière complètement inattendue. Donc oui, ça avance un petit peu, j'aimerais que ça avance plus, mais en même temps, je suis quelqu'un qui suis assez polymorphe. J'aime bien être un peu partout. Donc quand on est partout, on peut être nulle part, ou on peut être au bon endroit au bon moment. Il y a ce qu'on appelle un concept fort, ça s'appelle le kairos, le moment opportun. Toute révolution a été la convergence d'un homme, d'une doctrine et d'une époque, et notamment d'une terre, d'un peuple, etc. Si on arrive à créer cette synergie, autour de moi, autour de quiconque qui porterait mon discours, on y arrivera. Mais il faut la flamme, le feu déclencheur, on va dire, il faut que quelque chose se passe. Donc le livre fait partie de l'équation, mais l'équation est vaste, et il n'y a aucune équation à une seule inconnue, c'est une équation à plusieurs inconnues. Et voilà. Ce que je peux simplement dire, c'est que je vois que l'audience du Parti des Européens augmente sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur tout ça, en bien comme en mal. Mais vous savez, vous connaissez la règle en anglais, there's no bad publicity. Voilà, il n'y a pas de mauvaise publicité, ça veut dire qu'on parle de moi en bien ou en mal, tant qu'on en parle. Alors il y a beaucoup de gens qui me sont hostiles, mais ils font du buzz.
Donc s'ils font du buzz, continuez de faire du buzz, attaquez-moi, vous faites mon jeu. Je vous soutiens dans les attaques contre moi. De toute façon, je suis à peu près invulnérable par rapport aux attaques, je les anticipe avec 3 ou 4 coups d'échec à l'avance, et c'est toujours la même chose de toute façon. Donc je vais pouvoir répondre d'ailleurs, ça sera un peu, on va dire, la dernière partie, aux détracteurs du Parti des Européens, qui sont nombreux, mais qui ne savent pas à qui ils parlent, et ils oublient la doctrine de Nancy, qui s'appelle le principe du chardon. Notre devise, c'est qui s'y frotte, s'y pique. Donc maintenant, c'est le temps de la piqûre. Donc on va traiter nos amis comme il le faut. Je dis nos amis, c'est ironique, bien évidemment, et on va leur répondre. Alors, d'abord, on va dire clairement les choses. Les arguments les plus merdiques méritent qu'on réponde, parce qu'on doit toujours répondre à l'ennemi, quelle que soit son attaque, aussi minable soit-elle. Donc par exemple, Ferrier est chaud. Effectivement, je suis victime d'une alopécie génétique par les grands-parents qui sont coupables. Le grand-père sera puni de là où il est à cause de ça. Mais au-delà de ça, bon, franchement, c'est normal que je perde des cheveux. Mon cerveau fonctionne en 24 heures sur 24. Donc il chauffe, les cheveux n'aiment pas ça. Voilà. Il y a des cerveaux, effectivement, qui ont beaucoup de cheveux, mais c'est des cerveaux lents. Alors, ils volent, mais ils ne pensent pas beaucoup. Voilà. Il y a les cerveaux lents, puis il y a les cerveaux rapides. Moi, j'ai la mémoire cache qu'il faut, j'ai tout est, voilà, on n'est pas sur du, je ne sais plus comment ça s'appelle, des machines attends, du i4 ou du i5, ça travaille quoi. Et puis la perte de cheveux est due à la testostérone. Oui, ça veut dire que j'en ai quelque part en dessous. Donc voilà, pour dire les choses clairement, oui. Alors vous voyez, regardez, hein, les proches de testostérone, elles sont là. Voilà. Bon, et elles ne sont pas que là. Bon. Le côté ours qui... Oui, enfin loup plutôt. Ou loup, oui. Voilà, mais comme son ours ou loup, l'important c'est qu'on ait du poil. Voilà. Bon, et surtout du poil. De la bête, oui. Bon, alors concrètement, bon, ensuite, Ferrier il est petit. Alors je fais 1m68 à peu près environ, je serai plus petit quand je serai vieux. Bon, c'est pas génial, mais je suis grand à Limoges, je suis petit à Nancy. Voilà, donc en fait tout est fonction de l'angle qu'on regarde. Ouais, c'est comme Napoléon à peu près. Voilà, après j'ai appris que j'ai des problèmes d'estomac, mais je ne mets pas ma main sur l'estomac pour le masquer. Mais au-delà de ça, on s'en fout du physique. Le physique, ce qui compte pour un homme politique, c'est la parole, c'est la rhétorique. Et je pense, et si vous regardez cette émission, c'est que vous pensez aussi, qu'il y a une certaine rhétorique chez moi. Vous savez, dans la vie, il y a eu plusieurs éléments qui m'ont révélé à moi-même. D'abord, quand j'étais petit, à l'âge de 10 ans, mon institutrice me faisait travailler. Nous faisait rédiger des choses fantaisistes, et c'était toujours moi qui m'y collais pour le dire devant toute la classe. Et bien ça me fait gagner en maturité rhétorique depuis l'âge le plus jeune. Je me souviens par exemple en classe préparatoire d'avoir fait un exposé de 2 heures sur la religion romaine, seul, sans notes, au tableau, devant toute ma classe d'Hippocrate. 18, je crois, un truc comme ça. Mais j'avais des mauvaises notes après, parfois, donc ça compensait. Mais voilà, quand je suis allé en Grèce, c'était un des beaux voyages que j'ai fait, je suis allé une semaine en Grèce dans le cadre de mon Hippocrate, il y a 18 ans à peu près. Très rapidement, la plupart des élèves ne me parlaient plus parce que j'étais à mon éveil politique de l'époque, donc j'étais pas trop modéré. Et surtout en Grèce, parce que quand je crois que je suis sur le Parthénon, j'ai fait quelques comment dire, actes de piété religieuse à l'égard des dieux de l'Olympe par des gestes invocateurs. Et donc, je me suis fait mal voir. Résultat, j'étais à la table des profs à chaque fois qu'il y avait un repas à midi. Et une prof, par exemple, me dit « Mais comment vous avez écrit un poème en allemand? Vous n'avez jamais fait d'allemand. » Et je lui ai dit « C'est normal, quand j'ai une grammaire, un dictionnaire, je peux à peu près gérer toutes les langues. » Voilà. Et j'avais fait un poème sur les dieux de l'Olympe, en allemand. J'avais fait la version russe aussi, d'ailleurs. J'avais fait la version plusieurs langues. La prof d'allemand, alors je ne suivais pas de cours d'allemand, je ne comprenais pas. Je parlais avec eux à l'égalité quasiment. J'avais des cours de prépa, je parlais avec eux à table comme si j'étais leur égal. Bon. Déjà, ça m'avait aidé mentalement. Il faut dire qu'il y a un bagage familial, un père universitaire, normal sup plus polytechnique, enfin les deux réunis, il n'a pas pu, il a choisi. Le mec, il doit choisir entre polytechnique et normal sup. Entre la rue d'Ulm, qu'est-ce que je fais? Je vais à la rue d'Ulm ou je vais à X? Je ne sais pas. C'est le côté militaire de X qu'il a décidé de faire une. Voilà. Après, il a dû être 6e à l'agrégation de maths en n'ayant pas trop travaillé, etc. Donc, en plus, tous mes grands-parents étaient tous enseignants, père prof de lycée normalien, et mes 3 autres grands-parents, ils étaient enseignants. Donc il y a un goût naturel pour la rhétorique, pour tout ça. Donc déjà, j'avais un bagage génétique et autres qui devait être assez compatible avec la rhétorique. Alors après, il y a eu des éléments vraiment forts qui m'ont, sur l'Europe et tout ça, qui m'ont vraiment imprégné. Il y a un exemple absolument hallucinant, je ne sais pas ce qui m'est arrivé le jour-là.
Donc j'avais décidé de passer un concours parce que je voulais gagner sa vie. Écrire dans Télépeuple, ça ne rapporte pas beaucoup et ça ne te fait pas recruter quelque part. Donc concrètement, à un moment donné, j'en avais marre de tout ça et je me suis dit, je vais passer le concours de fonction publique européenne. Donc j'ai passé un concours qui s'appelle EPSO, qui est un concours européen pour devenir administrateur civil européen. Donc administrateur civil européen, c'est l'équivalent des NARC, mais à l'échelle européenne. Donc concours de 25 000 candidats à peu près, 210 places. C'était des concours qui étaient réservés aux 15 pays antérieurs à l'adhésion en fait, des nouveaux pays d'Europe centrale. Donc c'était la dernière année où il y avait vraiment un recrutement important de Français, d'Allemands, etc. Alors, il fallait d'abord choisir les langues. Donc c'était assez compliqué puisqu'il fallait choisir 2 langues différentes minimum. Donc j'avais fait 3 QRC en anglais. Donc des QRC, c'est des questions-réponses courtes, très difficiles. Et ensuite, la dissertation, j'avais choisi de la faire en français, mais elle n'était lue, cette dissertation, qu'à l'issue du passage des QRC. Donc il fallait 75% de réussite aux 3 QRC. Donc pour avoir des chances d'obtenir ce concours, j'ai suivi une formation qui coûtait 4 000 € à peu près, une semaine, organisée par l'ENA, à Paris. Donc, une formation de très haut niveau avec vraiment des gens qui travaillent à la commission. Par exemple, il y a le professeur Jean-Paul Jacquet, qui est le premier professeur, enfin le premier universitaire le plus important en matière de droit communautaire européen, qui est un Belge, avec qui j'ai échangé. D'ailleurs, il m'a expliqué que l'Union européenne telle qu'elle existait n'était pas une Europe politique, c'était une Europe des États souverains. Il l'a dit comme ça. Donc tous les souverainistes qui disent l'Union européenne aliène les nations, les États, c'est faux. L'Union européenne est une Europe des États souverains liés entre eux par des traités librement signés entre États. Donc ensuite, ce jour-là, je me souviens très bien, à un moment donné, il y a un intervenant de la commission, il travaille à Bruxelles, c'est pas un commissaire, mais c'est toutes les gens, les technocrates qui sont autour des commissaires pour préparer les dossiers, et il explique le livre blanc sur le travail des femmes. Donc le discours politiquement correct à mort, il faut favoriser le travail des femmes en Europe, comme elles ne feront pas d'enfants en conséquence, il faut favoriser l'immigration. Voilà. Au lieu de dire qu'il faut que les femmes européennes fassent des enfants, non, on favorise l'égalité homme-femme, donc l'impact démographique va nécessiter l'immigration. Et là, on peut poser une question. Je me lève, je pose une question, et je lui dis texto, je le cite de mémoire, mais ne pensez-vous pas qu'il faudrait au contraire relancer la natalité européenne et inverser les flux migratoires? 60%, voilà, 2 tiers de la salle m'applaudissent. On parle de gens qui vont passer le concours, donc de gens qui payent pour venir à une formation, qui vont chercher à être fonctionnaires européens et qui applaudissent un discours de remigration implicite et de relance de la natalité européenne. Quelques ouh vers le fond de la salle, mais c'est tout. Les gens sont venus me saluer derrière. C'est là, il y a même un coacheur, un chasseur de tête qui est venu me voir. Non, j'ai paumé sa carte comme un con, mais voilà, ça les a impressionnés. Et le mec, donc, qui tenait le discours que je vais vous développer, répond. Et il dit, vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce qu'il faudrait faire, mais c'est le grand tabou à la Commission. Et là, vous comprenez qu'en réalité, la plupart des gens qui travaillent à l'Union européenne sont probablement remigrationnistes identitaires, mais ferment leur gueule tant qu'on ne leur donnera pas la possibilité de parler. Comment les libérer? Comment leur permettre de dire ce qu'ils pensent, alors qu'ils ferment leur gueule et qu'ils vont fermer leur gueule encore pendant 15 à 20 ans? Il faut que des gens fassent le boulot de dire ce qu'il faut pour qu'eux ensuite puissent dire qu'ils sont d'accord. Et donc, il faut émerger médiatiquement, il faut montrer que en fait, il faut faire basculer l'Union européenne d'une Europe mondialiste à une Europe identitaire. Et à l'intérieur de l'Union européenne, il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous. Alors, si on prend des figures du nationalisme européen historique, Jean Thiriard, des années 60, disait qu'il ne fallait pas détruire la communauté économique européenne, à l'époque, ce n'était pas l'UE, mais en hériter. Et Guillaume Fay me disait, je me souviens très bien, il faut braquer le pilote européen et détourner l'avion. En termes clairs, il faut non pas détruire l'Union européenne, comme tous les souverainistes et des identitaires qui se trompent de combat prônent, il faut s'emparer de l'Union européenne, il faut faire basculer l'Union européenne de leurs idées mondialistes à nos idées. Et on aura des soutiens à l'intérieur à partir du moment où on a la position de force. La plupart des gens sont des gens conformistes, ils tiennent à leur carrière, à leur métier, etc. Ils pensent comme nous, mais jamais ne nous soutiendront tant qu'on ne sera pas en position d'être là pour qu'ils disent « je prends le risque ». Ce que Zemmour et d'autres n'ont pas réussi à faire, c'était qu'en fait, il faut s'emparer de l'Union européenne avec l'aide de l'Union européenne elle-même ou d'une partie de l'Union européenne. Comme on l'a fait la Révolution française en 1789. C'est quoi 1789? Au départ, le roi de France fait réunir les États généraux qui n'avaient pas été réunis depuis 1610. Le tiers-État n'a comme seule mission que de voter l'impôt. Sa mission, c'est voter l'impôt. Point. Il n'a jamais été dit que le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, qui allait devenir l'Assemblée nationale, avait le droit de décider de la loi. Le tiers-État va s'autoproclamer Assemblée nationale constituante, serment du jeu de paume.
dans la salle du truc de tennis de l'époque. Et ils disent, on ne se séparera que quand la France aura une constitution. Et c'est ce qu'ils ont fait. Après, le roi n'a pas suggéré. On aurait pu avoir une monarchie constitutionnelle. Louis XVI n'a jamais accepté vraiment la révolution. Il a fait semblant d'accepter, et en fait, derrière, il souhaitait que les armées du reste de l'Europe, des autres monarques, viennent écraser la révolution. Et c'est pour ça qu'il a fui vers là avec Varenne, qui essaie de se réfugier, mais il s'est fait gauler en flag, et à ce moment-là, il était cuit. Parce qu'à partir du moment où il a trahi la France, forcément, il allait être condamné à mort. Quand on pense de Louis XVI, qui était probablement un homme gentil, etc., c'est un homme dépassé, manipulé par sa bonne femme, et, comme souvent, en politique, beaucoup d'hommes sont manipulés par leur femme. Je ne dis pas qu'il faut être célibataire comme moi, c'est pas forcément un modèle, mais j'ai remarqué que beaucoup d'hommes politiques sont trop tributaires de celles qui partagent leur vie et leur vie. Et ça, c'est pas bon. Zemmour. Alors Zemmour avec Sarah Knafo, ça laisse penser ça. Je ne sais pas quelle est leur vie personnelle, mais il y en a beaucoup d'autres. Ouais. Le choix matrimonial influence les gens. C'est vrai de Papacito, c'est vrai de Rougeron, c'est vrai des autres. Comment peut-on prôner un discours identitaire si en lui-même on pourrait en être victime? On ne peut pas prôner la remigration si la remigration implique de virer sa femme et ses enfants. Donc déjà, il y a un problème idéologique de fond. Indépendamment de ce qu'on peut penser humainement, moi je fais bien la différence entre l'humain et le politique. L'humain, il faut être empathique avec les gens. On n'a pas de raison de haïr qui que ce soit. Même des gens qui me crachent dessus, je n'ai pas envie de les haïr. Ça ne m'intéresse pas. On n'est pas dans un propos négatif, d'opposition. On n'est pas anti quelque chose, on est pro autre chose. Et ça, c'est important. Donc cette expérience, ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené à voir qu'il y avait beaucoup de gens de haut niveau, Bac plus 5 en compagnie, qui pouvaient entendre un discours, travailler en mode identitaire, et que même des gens qui vous disaient le contraire, 10 minutes avant, pouvaient retourner leur veste à la vitesse de la lumière pour vous donner raison. À partir du moment où vous envoyez le code de manière correcte. Donc ça, c'était un des éléments dans ma vie, le fait d'avoir la possibilité de parler quand j'étais gamin, le fait d'avoir cette possibilité aussi de voir la réalité, et puis d'autres événements dans ma vie, à nombreuses reprises, m'ont montré que j'avais un talent rhétorique. Ce talent rhétorique, il fallait l'utiliser, il fallait s'en servir comme une arme pour pouvoir conquérir le pouvoir et surtout changer les choses. C'est pas ma gloriole personnelle. Les mecs qui disent Ferrier, ils rêvent d'être empereur, je sais pas quoi. D'abord, je suis républicain, mais au-delà de ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Si quelqu'un fait mieux que moi demain avec mon discours, j'applaudis. Et si l'Europe demain redevient européenne comme je le veux, peu importe qui le fait. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres gens qui le fassent que moi, et il n'y en a pas. Donc c'est à moi de faire le job. Et peut-être que je suis programmé pour ça. Alors il y a des gens qui disent, tu devrais faire des enfants. Mais le destin, vous n'en décidez pas. Peut-être que mon destin, c'est de végéter à la tête d'un groupuscule. Peut-être que mon destin, c'est que ce groupuscule devient un grand parti, et que j'arrive aux plus hautes fonctions, non pas pour ma gloriole, pour avoir des statues de moi dans la rue, mais simplement pour rendre l'Europe aux Européens, pour sauver notre civilisation, et pour instaurer une Europe du XXIe siècle qui soit digne non seulement de mourir pour elle, mais d'abord de vivre pour elle. Et ça, je crois que c'est fondamental. La civilisation européenne est en danger de mort. Les gens ne comprennent pas que nous sommes vraiment au bord du précipice. Il nous reste peut-être 20 ans avant que ce soit trop tard, mais nous avons cette urgence. Guillaume Fay parlait de Ernstfall en allemand, le cas d'urgence. Nous sommes dans cette situation. Est-ce que nous voulons que l'Europe demain redevienne européenne ou est-ce que nous voulons un long pourrissement jusqu'à ce que les Européens soient minoritaires sur leur sol et finalement finissent dans des réserves comme les Amérindiens et feront peut-être quelques casinos si on l'autorise et si la loi islamique autorise les casinos. Donc dans cette affaire-là, c'est simple, ou bien la civilisation européenne renaît et par l'unité politique et par le réveil identitaire, ou bien elle meurt. Et nous sommes dans cette situation-là. Donc celui qui tient un discours timoré sur ce sujet est un ennemi parce qu'en fait, il empêche le réveil. Il faut réveiller les Européens intelligemment, mais il faut les réveiller. On ne les réveillera pas avec des mots trop durs, mais on ne les réveillera pas avec des mots trop tendres. Il faut un bon flic et un mauvais flic, peut-être les deux éventuellement. S'il faut que je sois à la fois le mauvais flic et le bon flic, je le serai. Concrètement, la civilisation européenne a un choix. S'unir ou mourir. Point. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de demi-mesure. Ah oui, mais si on faisait... Non. Celui qui me parle de souverainisme, c'est déjà quelqu'un qui n'a pas compris l'enjeu. C'est déjà quelqu'un qui est déjà dans un vieux modèle idéologique, qui s'est trompé de siècle, qui s'est trompé de continent peut-être même. L'unité de l'Europe n'est pas un luxe, n'est pas un choix, n'est pas une idéologie, c'est une nécessité historique. Ou bien on est au rendez-vous de l'histoire, ou bien on disparaît de l'histoire. C'est pas plus compliqué que ça. Et des gens comme Rougeron et les autres sont déjà programmés pour disparaître. Ils sont déjà évanescents, ce sont déjà des ectoplasmes. En fait, ils n'existent déjà plus. Ils parlent, on les voit, il y a 100 000 cons qui les écoutent, mais ils n'existent pas. Ce sont des fantômes. C'est des fantômes d'un passé qu'ils n'ont pas su digérer. Ces gens-là sont out.
ou bien il y a l'Europe, ou bien il n'y a rien. Et moi, je préfère qu'il y ait l'Europe plutôt que rien. Donc nous ne sommes pas là pour faire du décorum, nous ne sommes pas là pour nous branler la nouille en méditant sur la Grande Europe en 2025, en 2550. On s'en fout. Les mecs disent, ouais, ton idée c'est génial, mais dans 200 ans. On n'a pas 200 ans, on a 20 ans. Donc tes 200 ans, tu vas les réduire en 20 ans, et puis point barre. Et puis tu vas fermer ta gueule, et tu vas combattre pour l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini le luxe. Les mecs, la souveraineté nationale. Regarde dans la rue, ta souveraineté nationale, tu l'as dans la rue. Va prendre le métro, tu verras ce que c'est que ta souveraineté nationale. Pour conclure un petit peu. On ne conclura jamais définitivement, parce que c'est un combat pour toute une vie, et on n'est pas là pour se faire plaisir. Donc beaucoup de gens sont des détracteurs. Donc là, je vais régler les comptes, c'est le moment des règlements de comptes, des destructions atomiques. Voilà. Donc quand on m'attaque, il faut savoir que l'attaque ne porte pas. Les attaques contre mon physique, je n'ai rien à faire, je m'assume tel que je suis. L'assumption identitaire, c'est pas seulement je suis un Européen, c'est je suis Thomas Ferrier avec mes qualités et mes défauts. Vous enviez mes qualités, mais vous m'attaquez sur mes défauts. Je m'en moque. Nous sommes tous des faits d'équilibre. Un individu, c'est des points forts et des points faibles, c'est comme dans les MMORPG. Hein, quand vous jouez à Diablo 3, vous avez les sorciers, vous avez les guerriers, vous avez le machin, et après vous jonglez sur le personnage, ou dans Fallout, vous dites je veux plus de force, plus de machin. Voilà. Donc mon niveau de force, il est à 4 sur 10. C'est comme ça, mon niveau d'intelligence il est à 8 sur 10, mon niveau d'agilité c'est environ 5 ou 6 sur 10, voilà, et la chance, on va dire qu'on va espérer que c'est 7 sur 10, voilà, j'ai préparé mon personnage. Donc concrètement, mes défauts je les assume, je n'y peux rien, je ne peux pas les changer, hein, les défauts génétiques, les défauts physiques, on peut faire des efforts, on peut faire des régimes, etc. Mais fondamentalement, on n'en a rien à foutre. Rougeron est plus gros que moi, il fait 100 000 vues. L'important c'est qui gagne en débat pur. C'est moi. Pourquoi c'est moi qui gagne contre Rougeron? Parce que Rougeron fuit le débat. Et s'il fuit le débat, c'est qu'il sait à quoi il a affaire. Sinon, il accepterait. Rougeron, concrètement, en quoi il a peur de Thomas Ferrier? Parce qu'il a peur, il refuse le débat, il m'a bloqué sur Twitter. Il a peur. Mais Pierre-Yves, de quoi tu as peur? De perdre tout ton public? Mais tu ne finiras pas le perdre un moment ou un autre. Tu le perdras parce qu'il se suicidera ou qu'il s'endormira. Mais tu perdras. De toute façon, un mec qui supporte 2 heures de Rougeron, putain, le gars, il est prêt à sauter par la fenêtre. Je ne sais pas comment ils font. Tu sais que c'est dangereux. Tu sais que Pierre Palmade, c'est comme un endormi au volant parce qu'il t'a écouté. C'est quand même effrayant. T'imagines la responsabilité morale que tu as, Pierre-Yves, d'endormir des gens en situation de conduite. Mais c'est gravissime. Pierre Palmade, il est souverainiste avec. Il est peut-être devenu souverainiste, mais en tout cas, il a fait un accident à cause de toi. Bon, bien sérieux. Mais c'est con parce que t'es pas caché ma blague sur Palmade qui était vrai. On pouvait le poster. Tant pis. Alors oui, Pierre-Yves Rougeron, concrètement, il a peur de moi. Il a raison. Je veux dire honnêtement, je serai Pierre-Yves Rougeron, je refuserai de débattre avec Thomas Ferrier. Parce que j'ai pas envie de perdre mon business, j'ai pas envie de perdre tous les aficionados, j'ai pas envie de faire la pub pour Thomas Ferrier parce qu'il va montrer que je suis meilleur que moi. Et donc, moi je suis Pierre-Yves Rougeron, je refuse de débattre avec Thomas Ferrier. C'est normal. Moi je me mets dans la place d'un chef d'entreprise qui a une entreprise qui ne connaît pas la crise, et c'est une catastrophe. La bachouille. Voilà. Donc le problème de Pierre-Yves Rougeron, c'est que demain il débat avec Thomas Ferrier, il n'y a plus de Pierre-Yves Rougeron. Il n'y a plus d'édition de Pierre-Yves Rougeron, il n'y a plus de Pierre-Yves Rougeron tout court. Il a fui le débat, il accepte le débat, il est mort. Donc sérieusement, je rigole pas en disant ça. Si Rougeron a peur de moi, il a raison. Quant à Papacito, il n'a pas peur de moi, parce que c'est une sorte de super mouton de Golgoth de Goldorak, donc il n'y a pas de problème. Rasé, l'appétigo de Toulouse, bon, il n'y a pas de problème derrière. Bon, moi je n'aurais pas affronté Papacito, d'abord je n'ai rien à lui dire. Il dirait quoi? Je ne connais pas le bantou, donc je ne peux pas lui parler. Et puis ensuite, j'ai rien à dire à Papacito. Je peux chanter une chanson que j'aime bien, Papacito. Non, alors, maintenant sérieusement. Les ennemis du LPE, déjà, ils ne savent pas ce qu'est le LPE, donc c'est pas grave qu'ils soient nos ennemis. Une partie de nos ennemis deviendront nos amis lorsqu'on sera au pouvoir, mais Thomas, on a toujours cru en toi. En fait, fondamentalement, on t'a toujours soutenu, et on l'a caché. On les connaît, l'ennemi qui se retrouve ton super ami, ton super pote à la colle. Thomas, c'est génial ce que tu dis, franchement, on a toujours cru en toi. On crachait dessus la veille, mais là au pouvoir, ah ouais, c'est génial, quoi, la LPE. On avait toujours raison, tu as toujours eu raison, tu étais toujours derrière toi. Donc, je me suis méfiant du parti des fauderches de ce milieu. Je n'ai pas tout avec ça. On sera pardonneur. On fera les hypocrites. Oui, on sait que tu nous as craché dessus. Mais bon, on fera semblant de croire que tu ne nous as pas craché dessus. Aux ennemis du Parti des Européens, je leur dis ceci. D'abord, nous arriverons au pouvoir. Nous arriverons au pouvoir parce qu'il ne peut pas en être autrement. Parce que nous sommes les seuls à pouvoir sauver la civilisation européenne dans l'état actuel où elle est. Donc, comme la civilisation européenne va renaître et va survivre, forcément, on sera au pouvoir. Thomas Ferrier en tant que tel ne compte pas dans cette équation. Ce qui compte, c'est que ça soit là.
Donc, Rougeron et les autres ont peur de nous, ils ont raison. Je leur dis, vous avez raison d'avoir peur de nous, non pas parce qu'il vous arrive des bricoles, puis pas du tout évidemment, nous sommes des bons démocrates et républicains là-dessus, et en plus, moi j'ai vraiment beaucoup de compassion pour l'ennemi. En fait, moi je pardonne beaucoup plus à l'ennemi que l'ennemi ne me pardonne. Parce que je suis oublieur, je n'ai pas de mémoire, je ne me souviens plus que quelqu'un m'a attaqué. Et puis, de toute façon, j'en ai rien à faire. On a un enjeu tellement supérieur. Nos personnes en tant que telles n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est la doctrine, ce qui compte, c'est l'objectif. Sauver la civilisation européenne. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que cela? La civilisation européenne est en danger de mort et nous allons la sauver. Et en fait, moi je dirais très clairement qu'un Rougeron devrait nous rejoindre immédiatement. Il va prendre la carte au LPE tout de suite. Il ne va même pas se poser de questions. Il va y aller. Mais il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce qu'il a fait des choix contraires à l'esprit du LPE. Et on lui pardonnera. Il paiera la conséquence par nature, parce que la nature est méchante, la nature est violente, la nature est impitoyable. Voilà, en fait, concrètement, moi j'ai 46 ans aujourd'hui. Donc je suis au mieux à la moitié de ma vie. Probablement moins. Compte tenu d'un certain nombre de paramètres, probablement moins. Et donc, concrètement, qu'est-ce que j'ai à perdre? Comme le disait le nain Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, Retour du Roi, une petite chance de succès ou une défaite certaine? Bah, qu'attendons-nous? Donc je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas à nous poser 36 000 questions. Je suis né européen. Si je suis né européen, c'est que je devais naître européen. C'est que le destin avait voulu que je sois qui je suis. Comme je l'ai dit, avec mes qualités, avec mes défauts. Je pense que j'ai plus de qualités en politique que de défauts dans d'autres domaines. Voilà. Donc je ne gagnerai pas les Jeux Olympiques en matière de musculation, je ne porterai pas 200 kilos, etc. Je crois que je suis à cette idée. Mais concrètement, voilà, j'ai quelques talents. J'ai aussi des défauts. Donc je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'il a raison sur tout. J'ai quelques talents, et ces talents, je pense, qui peuvent être utiles pour la cause de l'Europe. Ce que j'ai toujours dit aux gens, à TV Liberté, tout ça, mais utilisez-moi. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne veulent pas m'utiliser. Pourquoi ils ne se disent pas, Thomas Faillet, il a une parole qui porte, il a une façon de parler, une dialectique, une rhétorique, une pensée. Donnons-lui la chance de faire émerger ce discours-là. Et j'ai l'impression que j'en fais peur. Alors, je ne sais pas pourquoi j'en fais peur. Je pense qu'ils ne savent pas m'aborder. Je suis un objet politique un peu anormal, un ovni. Hein. Mais qui peut croire qu'un objet politique normal va réussir? Qui peut croire qu'à un tel niveau de décadence de l'Europe, le truc classique va marcher? Si ça devait marcher, ça aurait déjà été le cas. Non, il faudra un objet politique anormal, une chose bizarre. Mais j'assumerai cette idée-là. Moi, je n'ai pas de problème avec l'adversaire sera vaincu. Je ne le crains pas, c'est lui qui me craint. Bon, qui me craigne, il a raison de me craindre. Rougeron a raison de refuser le débat. Il a raison de refuser le débat parce qu'il sera battu, et il le sait. En réalité, en refusant le débat, c'est qu'il a déjà perdu le débat. Et je lui dis, tu as perdu le débat, Pierre-Yves. Tu le sais, tu as peur, et tu as raison d'avoir peur. Fuis-moi, évite-moi, oublie-moi. Félicitations. Oh. Je pense qu'on peut le faire comme ça.